Bien, mes chers collègues, je suis heureux d'accueillir ce matin Mathieu Chabanel, président directeur général de SNCF Réseau. Cette audition, Monsieur Chabanel, revêt une importance singulière puisqu'elle clôturera le cycle d'auditions consacré à l'avenir du fret ferroviaire. Audition que nous avons initiée il y a près d'un an, après avoir entendu en réunion plénière les représentants des opérateurs de fret ferroviaire, Fret SNCF et l'Alliance 4F, ainsi que les représentants des chargeurs et des ports maritimes en mars. Et enfin, des acteurs des politiques européennes des transports en mai dernier, l'audition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est plus qu'incontournable, absolument centrale dans la compréhension du sujet qui nous préoccupe tous, à savoir le développement du fret ferroviaire dans notre pays. J'en profite d'ailleurs pour indiquer que les travaux que nous avons conduits dans le cadre du cycle d'audition feront l'objet d'une synthèse réalisée sous l'égide de Philippe Tabarot, rapporteur pour avis des crédits consacrés au fret ferroviaire, et de moi-même sous la forme d'un court rapport d'information que nous vous proposerons d'adopter dans les prochains mois. Cela étant dit, je vous propose de rentrer dès à présent dans le cœur du sujet. Commençons par le commencement. Comment en sommes-nous arrivés là et où en sommes-nous? Nous avons entendu au cours de nos auditions un certain nombre de facteurs structurels et conjoncturels susceptibles d'avoir contribué à l'affaiblissement du fret ferroviaire dans notre pays. En tout état de cause, la dégradation du réseau, de l'état du réseau, est l'une des préoccupations majeures des opérateurs ferroviaires et des chargeurs. S'y ajoutent d'autres difficultés d'exploitation, parmi lesquelles les conséquences dommageables de long terme des grèves, mais aussi le niveau élevé des péages. Mises bout à bout, ces difficultés semblent de fait donner un avantage comparatif à la route. Dans ce contexte, de quelle marge de manœuvre SNCF Réseau dispose-t-elle pour améliorer la situation et renforcer l'attractivité du fret ferroviaire? Estimez-vous, en somme, que la priorité donnée au transport ferroviaire de voyageurs constitue un horizon indépassable? J'en viens enfin aux perspectives d'avenir qui se dessinent pour le fret ferroviaire. L'actualisation prochaine du contrat de performance constituera assurément une occasion de se donner une bonne fois pour toutes les moyens de nos ambitions et de traduire des intentions par les faits. Je tiens ici à vous rappeler, Monsieur Chabanel, la déception, et le mot est faible, qu'avait occasionné pour nous et pour tous les acteurs du secteur le dernier contrat de performance, notamment vis-à-vis du développement du fret ferroviaire, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme d'abord, les parties prenantes dont la consultation est rendue obligatoire par la loi n'avaient pas, dans les faits, été consultées de façon purement formelle et leurs remarques n'avaient pas réellement été prises en compte pour amender le projet. L'autorité de régulation des transports recommande pour le prochain contrat de performance d'associer plus étroitement et plus en amont les différentes parties prenantes. Il s'agit là d'une condition clé du développement du fret ferroviaire. Faute de quoi, nous nous dirigeons tout droit dans une impasse. Aussi, pouvez-vous nous indiquer où en sont les discussions sur l'actualisation du contrat de performance qui accuse déjà quelques mois de retard? Sur le fond, le dernier contrat se caractérisait notamment par le manque d'opérationnalité des différents indicateurs et par le flou entourant les investissements en matière de régénération et de modernisation du réseau, au bénéfice du fret ferroviaire. Qu'en sera-t-il du prochain contrat? Nous attendons ici beaucoup. Je ne serai pas plus long et vous cède la parole avant que mes collègues vous interrogent à leur tour. Vous avez la parole, Monsieur Chabanel. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci de m'avoir convié aujourd'hui pour vous donner quelques éléments sur la manière dont SNCF Réseau envisage le développement du fret ferroviaire dans notre pays. Mon exposé sera en trois points principaux. D'abord la situation du fret, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Ensuite, les sujets de qualité de service et enfin les sujets d'investissement.
S'agissant de la situation du fret, vous le savez, la crise sanitaire a montré ou remontré ou démontré de nouveau la pertinence du fret ferroviaire dans notre pays. Alors que le pays s'arrêtait le 17 mars 2020, le fret ferroviaire a continué à assurer sa mission, notamment en matière de transport de céréales, de marchandises, de matières premières, et a ainsi permis de surmonter, a contribué à permettre de surmonter la crise que nous avons connue. Ce dynamisme et cette utilité avérée du fret ferroviaire s'est confirmé dans les années 2021 et 2022 avec une reprise des trafics et un dynamisme, notamment dans le transport combiné, qui a été forte. Il faut reconnaître que 2023 a été une année difficile pour le fret ferroviaire, avec une baisse des trafics de 13%, pour des raisons conjoncturelles principalement, mais fortes: le prix de l'énergie, les mouvements sociaux liés à la réforme des retraites et le ralentissement de l'économie mondiale et des chaînes logistiques qui ont touché l'ensemble des chaînes logistiques, mais notamment les entreprises de fret ferroviaire. L'année 2024 marque, à l'issue de ces 5 premiers mois, un net rebond. 17% de plus qu'en 2023 à la même période, et nous prévoyons qu'en 2025 on sera revenu au trafic de 2022 et on aura donc effacé la crise de 2023. Ça augure ensuite une croissance possible et que nous allons tout faire pour encourager du fret ferroviaire. Pourquoi encourager cette croissance? Parce que nous gardons la conviction que le fret ferroviaire est aujourd'hui un mode particulièrement pertinent. Je vous redonne des chiffres que vous connaissez déjà, mais le fret ferroviaire, c'est 9 fois moins d'émissions de carbone que le transport routier de marchandises. Et même dans un monde où le transport routier sera entièrement décarboné, ce qui n'est pas tout à fait pour demain, même dans un monde où le transport routier serait décarboné, le fret ferroviaire, c'est 6 fois moins de consommation d'énergie à la tonne transportée que le transport routier de marchandises. Et donc dans un monde décarboné dans lequel l'énergie sera rare et potentiellement chère, cette faible consommation énergétique du fret ferroviaire demeurera un atout particulièrement puissant. C'est pourquoi SNCF Réseau a une politique active d'accompagnement du fret ferroviaire, d'abord par la promotion de ce mode, la mise en relation des chargeurs avec les entreprises ferroviaires. Nous avons organisé au cours de l'année écoulée 5 forums. Le dernier était hier à Lyon, 5 forums de mise en relation des chargeurs et des entreprises de fret, parce que nous sommes, j'allais dire, un tiers apporteur d'affaires indépendant dans ce sujet, puisque le paysage des entreprises ferroviaires est ouvert, il y a de nombreux interlocuteurs, et le fait de pouvoir permettre aux entreprises ferroviaires de rencontrer des chargeurs, de motiver les chargeurs à passer par le fer, c'est une mission importante pour SNCF Réseau. Hier à Lyon, il y avait plus de 200 intervenants à ce forum, et des chargeurs qui ont déclaré: regardez comment faire plus de fret ferroviaire ou comment se mettre au fret ferroviaire dans les années à venir. Je pense que c'est un rôle important de SNCF Réseau que d'apporter cet éclairage technique et commercial aux acteurs qui souhaitent, industriels ou logistiques, qui souhaitent faire du fret ferroviaire. C'est près d'1 client nouveau par mois utilisant le fret ferroviaire depuis 1 an qui ont été accompagnés et qui ont généré des nouveaux trafics sur le réseau, ce qui me semble extrêmement positif. Ce travail, naturellement, nous le menons de manière étroite avec l'ensemble des associations, des partenaires. Vous avez cité l'Alliance 4F que vous avez auditionnée, Monsieur le Président, l'AFRA, l'association des entreprises indépendantes du groupe SNCF, la UTF, l'association des chargeurs, le groupement national des entreprises du transport combiné ou l'UTP. Ce sont tous ces acteurs qui sont aujourd'hui engagés pour la promotion du fret ferroviaire et avec lesquels SNCF Réseau travaille étroitement. Alors si on en vient à nos missions plus directes, au-delà de ce rôle de promotion et de mise en relation que nous jouons, la première attente de nos clients entreprises ferroviaires, elle est sur la qualité de service. Et la qualité de service, elle a 2 grands volets. 1, est-ce que j'ai des sillons pour circuler sur le réseau? Et 2, une fois que j'ai ces sillons, est-ce que mes conditions de circulation sont satisfaisantes et adaptées à mes besoins?
Alors, en matière de sillon, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes dans une équation qui est une équation complexe, puisqu'on doit concilier sur le réseau un trafic de voyageurs qui se développe notamment autour des principaux nœuds ferroviaires, avec un développement très attendu de nos concitoyens du TER, qui vient occuper une part importante dans le réseau, et puis d'autre part, un développement des travaux que nous avons nous-mêmes appelés de nos voeux, et je crois pouvoir dire que le Sénat l'a aussi fait, des travaux d'entretien, de renouvellement, de régénération, de développement du réseau. Et donc nous devons concilier ces trafics de voyageurs, ces travaux et le transport de marchandises. Alors nous le faisons, la situation depuis une dizaine d'années s'est considérablement améliorée, elle n'est pas encore totalement satisfaisante du point de vue de nos clients, mais pour vous donner un chiffre qui me semble marquant, en 2013, par rapport à la commande de sillons de nos clients, nous répondions positivement pour 70% des sillons. Vous savez que la commande des sillons ferroviaires se fait au printemps de l'année précédente la circulation. La réponse se fait au mois de septembre. Bien, au mois de septembre, nous répondions positivement pour 70% des sillons. L'année dernière, nous avons répondu positivement pour 88,8% des sillons. Donc il y a une amélioration forte de l'attribution des sillons aux entreprises ferroviaires. Cette amélioration, elle se traduit aussi dans des indicateurs qui sont moins opérationnels et qui sont plus qualitatifs. Nous interrogeons tous les trimestres nos clients sur l'appréciation qu'ils ont de l'attribution de capacité, et cette note qui nous est donnée est passée autour de 5 sur 10, qui n'était pas très glorieux, à 7,2 sur 10, qui est mieux. Voilà. Et nous avons l'ambition d'améliorer l'appréciation qualitative de nos clients au-delà des données chiffrées. Alors comment améliorer cette appréciation sur les sillons? D'abord par un travail de long terme. Sous l'égide de l'État, nous avons engagé un travail avec l'ensemble des acteurs pour identifier ce que nous avons appelé des plans d'exploitation à 5 ans et à 10 ans, de manière à avoir la visibilité sur les travaux à faire, les besoins de circulation voyageurs et les besoins de circulation fret sur un territoire. C'est parfois, il y a parfois des sujets de compatibilité, mais on est persuadé qu'en mettant tous les acteurs autour de la table de nombreuses années avant, ça permet au moins aux acteurs économiques d'avoir de la visibilité. Et on sait que la visibilité, c'est un enjeu essentiel pour monter un plan d'affaires. Et la visibilité, c'est aussi un enjeu essentiel pour nous, SNCF Réseau, pour planifier efficacement nos travaux. Le deuxième sujet, c'est d'avoir grâce à une enveloppe qui avait été mise au moment du plan de relance, d'avoir pu changer les conditions de réalisation d'un certain nombre de chantiers de manière à permettre la circulation des trains de fret. Et puis le troisième chantier, c'est d'améliorer les outils numériques président à cette attribution des sillons. Et là, on a un programme financé à hauteur de 50 millions d'euros par l'Union européenne qui nous permet de moderniser moderniser l'attribution des sillons. Je vais vous donner un exemple qui me semble très concret, parce qu'au-delà de ces généralités, il est important de donner des exemples concrets du fait que SNCF Réseau ne privilégie pas systématiquement le transport de voyageurs. Nous avons cette année des travaux programmés au nord de Dijon, sur la ligne Paris-Sud-Est, la ligne historique Paris-Lyon-Marseille. C'est une ligne qui est vitale pour le transport de marchandises, puisque c'est la ligne qui permet de relier le sud-est de la France à l'agglomération parisienne, notamment pour le transport combiné depuis Miramas, depuis Avignon, depuis Perpignan, vers l'agglomération parisienne. Ces travaux, ce sont des travaux dans des tunnels qui nécessitent l'interruption complète de la voie. Ces travaux, naturellement, notre première tendance aurait été de les programmer de nuit. Si on les avait programmés de nuit, c'est près de 3000 trains de fret qui auraient dû être supprimés. Et on sait que les chaînes logistiques se réorganisant au bout de 4 mois, elles ne reviennent pas ensuite vers le fret ferroviaire. Et donc nous avons fait le choix
difficile pour nos clients, autorités organisatrices ou entreprises de transport de voyageurs, de faire ces travaux 2 jours entre la pointe du matin et la pointe du soir, donc de 9h30 à 17h30. Et donc, nous avons fait un arbitrage qui n'est pas un arbitrage dans l'intérêt économique de SNCF Réseau, puisque les sillons voyageurs nous rapportent plus d'argent que les sillons de fret, mais qui est bien un arbitrage qui est fait au vu de l'intérêt général des entreprises de fret. Et on a sauvé de cette manière plus de 3000 trains de fret sur le réseau. Donc voilà, sur les sillons, on pourra naturellement, je reviendrai en fonction de vos questions sur ce sujet. Deuxième attente de nos clients, c'est une fois qu'on a les sillons, est-ce que mon train va circuler dans de bonnes conditions? Alors, sur ce sujet-là, quelques éléments. On a monté, en lien avec les entreprises de l'Alliance 4F, un programme d'amélioration de la ponctualité, en travaillant d'abord sur l'amélioration de la ponctualité des trains de fret au départ, de manière à améliorer la ponctualité à l'arrivée. Aujourd'hui, sur les trains de fret avec une ponctualité à 30 minutes, ce qui est l'indicateur qui est retenu généralement dans le domaine du fret, qui n'a pas le même besoin de ponctualité que les trains de voyageurs, avec une ponctualité à 30 minutes, on est à 82,1% de ponctualité, soit plus 2 points. Par rapport à l'année précédente. Alors c'est un chiffre qui peut encore s'améliorer, mais pour vous donner des éléments de comparaison, en Allemagne, on est plutôt autour de 60% sur le même type d'indicateur. Donc on voit qu'on est sur ces sujets de ponctualité dans une moyenne européenne correcte. On a ensuite des sujets de suivi des trains sur lesquels on travaille. Et puis, vous l'avez dit, Monsieur le Président, on a le sujet des mouvements sociaux qui ont fortement affecté le fret en 2023, alors qu'il y était des mouvements sociaux qui affectaient l'ensemble des trafics puisque orientés contre la réforme des retraites. Et puis, on a les sujets des mouvements sociaux plus ponctuels qui peuvent toucher notre entreprise, sur lesquels on a là aussi une attention particulière au fret, de manière à ce que le trafic de fret ne soit pas moins bien considéré que le trafic de voyageurs dans ces situations pénalisantes. Ça, c'est le sujet de la qualité de service qui est aujourd'hui sans doute le premier sujet pour les entreprises de fret. Le deuxième sujet, c'est les investissements. Parce que cette qualité de service, il y a les sillons, il y a les circulations, mais la qualité de service à moyen et long terme, elle va beaucoup être déterminée par les investissements dans le réseau. Et le premier besoin des entreprises de fret, c'est le même besoin que pour l'ensemble des entreprises, et c'est ce pourquoi nous avons plaidé inlassablement, c'est d'augmenter les moyens de renouvellement et de modernisation du réseau dit structurant, puisque les trains de fret comme les trains de voyageurs circulent très majoritairement, à plus de 90% pour les trains de fret, sur ce réseau dit structurant. Et donc le passage d'une enveloppe de 3 milliards d'euros, qui était l'enveloppe du précédent contrat de performance, à une enveloppe 1,5 milliard d'euros plus élevée à l'horizon 2027-2028, qui a été annoncé par le gouvernement l'année dernière, ce passage est un enjeu majeur, non seulement pour le trafic de voyageurs, mais pour le trafic de fret, puisque c'est lui qui assurera de manière pérenne la qualité du service sur le réseau. Au-delà de ces investissements dans le réseau structurant, il y a des investissements spécifiques au fret qui doivent être conduits, puisque les trains de fret, dans leur chaîne logistique, ils circulent sur le réseau structurant, mais ensuite ils ont besoin de voies de service pour se garer, de triage pour les trains qui utilisent qui font du tri wagon isolé, notamment à Wapi, à Miramas, à Ciblin, au Bourget. Ils ont besoin de chantiers de transport combiné pour les trains de transport combiné. Donc ils ont besoin d'installations spécifiques au fret ferroviaire. En la matière, les investissements à la suite du plan de relance ont considérablement augmenté. On est passé d'une vingtaine de millions d'euros par an à plus de 100 millions d'euros par an investis très concrètement dans ces installations. Il y a une dynamique du plan de relance qui doit aujourd'hui être reprise d'une part dans les contrats de plan État-région, c'est le cas dans de nombreuses régions où les contrats sont en train de se finaliser, et d'autre part dans des investissements spécifiquement portés par l'État.
Ça se traduit par des investissements, je vous l'ai dit, sur les voies de service. Ça se traduit par des investissements sans précédent sur les triages de wagons isolés. Vraiment, les triages de Voipy, Miramas, Le Bourget et Ciblin, qui n'avaient pas connu d'investissement depuis des dizaines d'années, ont aujourd'hui un plan d'investissement de plus de 100 millions d'euros financé par l'Union européenne et l'État, qui va permettre de pérenniser cet outil industriel essentiel. Et ça se traduit par des investissements dans ce qu'on appelle les capillaires fret, les plus petites lignes fret, qui viennent desservir des silos, des carrières, des usines, qui font l'objet de plans de financement généralement dans les contrats de plan État-région, entre l'État, les collectivités locales et les chargeurs concernés, de manière à pérenniser ces lignes qui sont essentielles, notamment pour le trafic de céréales et le trafic de granulats. C'est environ 50 millions d'euros qui sont investis cette année, là où on était sur un rythme qui était plutôt d'une vingtaine de millions d'euros les années précédentes. Donc ces investissements, ils sont croissants, ils doivent se pérenniser. L'État a annoncé une enveloppe globale autour, tout financeurs confondus, de 4 milliards d'euros d'ici 2032. Et la démarche qui me semble intéressante, c'est que le choix et la hiérarchisation des investissements dans cette enveloppe de 4 milliards d'euros, ce n'est pas un travail que SNCF Réseau a souhaité faire seul ou a souhaité faire seul en relation avec l'État. C'est un travail où nous travaillons encore complètement collectivement entre l'Alliance 4F et SNCF Réseau. Il y a des réunions de travail toutes les semaines sur ce sujet-là pour identifier, hiérarchiser les investissements. Alors chaque entreprise de l'Alliance 4F peut avoir des attentes différentes parce qu'elle a des marchés différents, mais on fait ce travail vraiment de manière collective, de manière à être sûr de tomber sur les bons investissements, parce que les investissements dans le ferroviaire, vous le savez, sont des investissements coûteux, fortement capitalistiques. Il faut qu'ils correspondent à un réel besoin commercial pour les entreprises de fret. Et donc on a développé cette méthode qui me semble tout aussi je n'allais pas dire tout à fait tout aussi importante que le fait d'avoir de l'argent, mais le fait de le dépenser de manière raisonnée collectivement me semble un enjeu essentiel et très nouveau dans la manière dont nous avons abordé les choses au cours des derniers mois et de l'année écoulée avec l'ensemble des acteurs du fret ferroviaire. Donc vous le voyez, une action de SNCF Réseau d'une part sur la promotion du fret ferroviaire, d'autre part sur la qualité de service avec les sillons et les circulations, et dans un troisième temps sur les investissements en lien avec notre politique générale en matière de développement des investissements, mais avec des approches nouvelles en matière de choix de ces investissements dans l'ensemble des domaines, le renouvellement du réseau structurant et toutes les installations spécifiques au fret ferroviaire. S'agissant du contrat de performance, pour ne pas éluder la question posée par le Président, s'agissant du contrat de performance, naturellement, ces éléments ont vocation à se retrouver dans le contrat de performance. L'élaboration du contrat de performance, vous pouvez vous en douter, a été un peu chahutée au cours des derniers mois. De nouveau, je ne doute pas qu'on réussira à l'automne à stabiliser un document qui pourra faire l'objet d'une large consultation. Mais vous comprendrez aussi qu'aujourd'hui, le contrat de performance étant un contrat entre l'État et SNCF Réseau, je suis en difficulté pour vous donner des éléments beaucoup plus précis sur la discussion en cours dans le contexte actuel. Voilà ce que je pouvais indiquer en introduction, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à Philippe Tabarot. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Président. Ainsi que l'a souligné le Président Longeau, nous sommes très préoccupés par la situation du fret ferroviaire français. Le contexte actuel n'est pas totalement de nature à nous rassurer. Je fais ici notamment référence au plan de discontinuité appliqué à Fret SNCF, à la hausse des prix de l'énergie observée ces derniers mois, ou encore au projet d'autorisation de circulation de méga-trucks sur les routes européennes. Des annonces qui vont dans le bon sens ont bien été faites ces derniers temps, mais nous avons encore du mal, malgré les propos que vous venez de tenir. Et je dois vous dire qu'on trouve la situation inquiétante à observer la traduction concrète sur le terrain. Bien sûr, je pense, et on en parle régulièrement ici, aux 100 milliards d'euros pour la nouvelle donne ferroviaire, annoncée par la Première ministre de l'époque.
aux 4,2 milliards d'euros pour le fret ferroviaire ou encore au plan de relance. Pour autant, nous avons le plus grand mal à obtenir la ventilation précise de ces sommes. Au-delà des annonces, nous avons besoin de davantage de visibilité sur la trajectoire consacrée à la régénération et à la modernisation du réseau, au bénéfice du fret ferroviaire, au bénéfice du réseau en général de toutes les manières. C'est pourquoi nous avons introduit, vous le savez, quand le texte est revenu au Sénat dans la loi SERM du 27 décembre 2023, l'obligation légale d'annexer au contrat de performance le programme triennal des investissements de réseau. Comment avez-vous prévu de vous conforter à cette obligation? Quels seront les travaux prioritaires de ces 3 prochaines années? Quand je dis, enfin voilà, je parle des obligations qui ont été votées sur la loi SERM. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'on va peut-être pas se revoir immédiatement avec les collègues. On avait une autre obligation qui vous concerne pas directement, mais qui était la question d'avoir une conférence de financement avant le 30 juin. Alors, le gouvernement va nous expliquer que suite à la dissolution, ils ne vont pas pouvoir le tenir, mais c'était de toutes les manières pas prévu. C'est 2 sujets sur lesquels on est particulièrement attentif concernant la loi SERM, l'annexe au contrat de performance que je viens de rappeler et la tenue au moins à la rentrée très rapidement de la conférence de financement. En définitive, il est demandé à SNCF Réseau d'intégrer plusieurs objectifs qui sont pour certains contradictoires. Pensez-vous être en capacité, dans le même temps, de réaliser d'importants travaux sur le réseau, mais aussi d'accueillir davantage de trains de fret, alors même que les travaux et la circulation des trains de fret de nuit ne sont souvent pas compatibles? Vous venez de citer l'exemple de Paris-Lyon-Marseille, mais on sait que ces situations vont se multiplier sur l'ensemble du territoire. Dans ce contexte contraint, comment améliorer l'adéquation entre l'offre proposée aux chargeurs? Enfin, quelles solutions concrètes pouvez-vous apporter au niveau de SNCF Réseau en cas de grève d'ampleur? Nombre d'acteurs interrogés nous ont indiqué que ces grèves avaient des conséquences dramatiques pour le fret ferroviaire. Nous avons formulé un certain nombre de propositions ici au Sénat. Comment, à l'état actuel, organisez-vous le redéploiement des effectifs disponibles et dans quelle mesure le fret est plus ou moins impacté par rapport au trafic de voyageurs? Je vous remercie, Président. Bien. Monsieur le Président, je vais vous laisser répondre au rapporteur et puis après je donnerai la parole à 3 de mes collègues et vous répondrez aux 3 autres collègues. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Alors, s'agissant naturellement, je reviens sur les obligations de la loi SERM. S'agissant des investissements, naturellement, nous nous conformerons à l'obligation et nous présenterons le programme pluriannuel sur 3 ans des investissements de SNCF Réseau en annexe au contrat de performance. C'est quelque chose que nous avons commencé à élaborer. Sur les investissements de régénération, je pense que nous aurons la visibilité complète sur ces investissements au moment de la signature du contrat de performance. La croissance est déjà en œuvre, puisqu'on était à 2,9 milliards d'euros dans le contrat de performance précédent. On était à 3 milliards l'année dernière, on est à 3,2 milliards cette année. Cette croissance devrait se poursuivre dans les années à venir. Et donc, nous aurons la capacité d'indiquer précisément dans le contrat de performance ces investissements. S'agissant des investissements cofinancés, naturellement, il y aura une clause de précaution, puisque sur les investissements cofinancés, on a des perspectives, mais tant que les conventions de financement sont pas élaborées, c'est bien normal. Chaque acteur reste libre de s'engager ou de ne pas s'engager sur les investissements cofinancés. Donc ce sera plus prévisionnel sur les investissements cofinancés et plus précis sur les investissements financés de manière propre par SNCF Réseau et notamment le renouvellement du réseau où en tout cas c'est la copie sur laquelle nous partons. Nous intégrerons la croissance qui a été annoncée l'année dernière. S'agissant des investissements spécifiques au fret, au-delà de ces investissements, on est sur une enveloppe aujourd'hui qui est de l'ordre de 150 millions d'euros par an, là où elle était beaucoup plus faible avant la crise sanitaire. Et là aussi, il y aura une expression claire dans le contrat de performance des moyens alloués à ces investissements spécifiques au fret ferroviaire. Le contrat de performance comprendra aussi des indicateurs sur la qualité de service vis-à-vis du fret ferroviaire, ce qui est un enjeu important.
S'agissant des travaux sur le réseau par rapport au fret, effectivement, c'est une situation qui va se poursuivre dans les années à venir, qu'on travaille sous différents angles. Il y en a un que j'ai cité qui est, si on a de la visibilité à long terme, c'est plus facile de concilier que si on est en train de programmer les travaux à l'année, ou même aux 2 ans. Si on a de la visibilité à long terme, on peut donner de la visibilité aux autres acteurs. Les autres choses qu'on regarde, c'est comment essayer de faire des travaux avec moins d'impact sur les circulations, notamment comment permettre de faire les travaux sur une voie et permettre la circulation sur la voie contiguë. C'est quelque chose qu'on doit faire de manière précautionneuse, compte tenu des enjeux de sécurité que ça implique pour un certain nombre de chantiers. J'étais la semaine dernière avec mon collègue néerlandais aux Pays-Bas, ils ont interdit cette situation de chantier avec circulation sur la voie contiguë. Nous, on continue à le faire, à l'examiner. On regarde comment le faire dans de bonnes conditions. Ça coûte plus cher et ça nécessite des précautions, mais c'est quelque chose qu'on regarde parce que ça peut permettre de sauver un certain nombre de circulations de fret comme de voyageurs. Et puis, le dernier point, c'est que dans les choix que nous aurons à faire, j'en citais un où on a privilégié le trafic de fret sur le trafic de voyageurs, ce type de choix, avec la croissance des volumes d'investissement, risque de se présenter plus souvent, et donc on aura à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et en fonction des enjeux pour les uns et pour les autres, de faire des choix qui ne soient pas systématiquement des choix en faveur du trafic de voyageurs. SNCF Réseau se sent un peu comme le porteur des intérêts du fret ferroviaire qui est plus émietté et qui a peut-être une voix moins forte que le trafic de voyageurs, mais nous intégrons vraiment dans notre responsabilité cet enjeu. S'agissant des grèves, et notamment des grèves de grande ampleur, comment limiter les conséquences sur le fret ferroviaire? Alors, quand on est sur des grèves extrêmement massives, comme la grève de 2023 contre la réforme des retraites, j'allais dire le réseau est un peu à l'arrêt. Donc là, il n'y a pas vraiment de choix à faire entre trafic de voyageurs et trafic de fret. En revanche, quand on est sur des grèves plus ponctuelles portant sur des revendications locales et propres à l'entreprise, d'abord on essaye d'avoir un dialogue social qui permette de limiter ces grèves. Pour autant, vous le savez, on est une entreprise où la conflictualité demeure. Et là aussi, on fait des choix qui sont pas toujours des choix en faveur systématiquement en faveur du trafic de voyageurs. On essaye d'avoir des choix équilibrés. On a eu par exemple un conflit social il y a quelques semaines qui a duré quelques jours, mais sur l'axe, cette fois-ci toujours en partant de Dijon, mais en allant vers le Luxembourg, donc qui est un axe important pour le trafic entre l'Espagne et l'Allemagne, le Luxembourg et le nord de l'Europe. Là aussi, à partir des ressources qui étaient disponibles, on a plutôt choisi de maintenir du personnel sur les horaires sur lesquels il y avait des trains de fret et de faire du report des TER sur du trafic par car parce que c'était plus facile à faire et c'est un conflit en plus sur lequel on a trouvé un point de sortie relativement rapidement. Donc on regarde ça systématiquement. L'autre enjeu étant d'informer le plus en amont possible les entreprises de fret de ces situations de conflit potentiels et puis naturellement d'utiliser toutes les possibilités que nous offre le réseau pour retracer, comme on dit dans le vocabulaire technique, trouver des itinéraires pour les trains de fret pour passer par d'autres zones que les zones impactées par ces conflits locaux. Donc voilà, on a vraiment cette préoccupation d'avoir une approche équilibrée entre le trafic de fret et le trafic de voyageurs en cas de difficultés sociales. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Jean-Pierre Corbizet. Merci, Président. Monsieur le Président, ma question est très technique concernant votre problématique de trouver des nouveaux sillons sur le trafic actuel pour le dédier au fret ferroviaire. Mais il y a quand même un sillon qui, pour moi, n'a jamais été évoqué, c'est les sillons TGV. Or, moi, j'étais le maire d'une implantation d'une plateforme trimodale au sud de l'île, plateforme Delta 3, et à l'échangeur autoroutier même sur l'autoroute A1 qui dessert cette plateforme, il y a de l'autre côté la ligne TGV Paris-Lille, Paris-Lyon, et dont on sait que ces lignes TGV, entre 23h et 6h du matin, il n'y a pas de trafic dessus. Et à l'époque, il y a une quinzaine d'années, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et les élus locaux avaient fait travailler le groupe Bombardier, Alstom maintenant, sur la construction
plateforme, de boogies, je ne sais pas comment on dit, de plateforme surbaissée, de façon à ce que des containers puissent circuler sur la ligne TGV et passer sous les ouvrages d'art, hein, évidemment, puisque on sait que les trains TGV étant quand même assez bas, il faut que les containers puissent passer sous les ouvrages d'art. Et à l'époque, Bombardier avait fabriqué des boogies spécifiques pour mettre des containers sur les lignes TGV, qui permet quand même d'éviter d'abord de circuler plus vite dans un rayon, dans un créneau horaire où il n'y a personne, et effectivement d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus vite. Est-ce que en matière de R&D, SNCF continue à examiner cette possibilité de travailler sur ces créneaux-là, parce que ça permettrait, je pense, de pouvoir décharger les lignes ferroviaires classiques. Merci. Je donne la parole à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Chabanel, et merci d'être devant la Commission. Depuis l'annonce en 2023 d'une restructuration du fret ferroviaire, les personnels sont dans l'attente. Ils sont également dans l'inquiétude. Pour éviter la disparition définitive de Fret SNCF, l'État a fait le choix, si j'ai bien compris, d'une restructuration en créant 2 sociétés, appartenant toujours, bien sûr, au même groupe SNCF. La première, appelée provisoirement New Fret, devrait voir le jour le 1er janvier 2025 et reprendre 80% du chiffre d'affaires, 70% du trafic et 90% des 5000 cheminots. Et une deuxième entité devrait s'occuper de la maintenance des locomotives. Mais ce plan est jugé, selon les syndicats, trop vague. Rien n'est acté, rien n'est validé par la Commission européenne et quid de l'apurement des dettes. Donc je voudrais que vous puissiez nous faire un petit état des lieux. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de cette restructuration? Parce que le calendrier avance très très vite. Où en sommes-nous de la création de ces 2 entités différentes? J'ai une deuxième question concernant les parts de marché. Même s'il a montré, et vous l'avez dit d'ailleurs en préambule, son intérêt pendant la crise sanitaire, la France fait malheureusement figure de mauvais élève concernant le fret ferroviaire, et mon collègue du sud de la France l'a rappelé tout à l'heure. On a perdu 13% de parts de marché en 2023. J'ai bien compris que depuis, on était sur une pente plutôt ascendante. Mais le transport par rail concerne à peine 10% des marchandises. C'est beaucoup moins que les voisins. J'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer ici il y a quelques mois. En Suisse, c'est 35%, en Autriche, 32%, et même en Allemagne, on est à 18%. Même si vous avez évoqué l'intérêt du plan de relance sur les investissements de modernisation, notre réseau ferroviaire souffre d'un retard de maintenance de ces grands axes, de ces terminaux, de ces triages, et, j'allais dire, accessoirement, il faut gagner la confiance des chargeurs. Et donc, tout à l'heure, vous avez évoqué que vous gagnez actuellement 1 client par mois. J'espère que vous n'en perdez pas, parce que sinon, c'est inquiétant. Donc, quel électrochoc, Monsieur le Président, envisagez-vous pour enfin et véritablement booster le fret ferroviaire dans notre pays? Merci. Je donne la parole à Pierre Barros. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Chabanel. Fret SNCF a été affaibli par plusieurs plans de restructuration successifs. Ça a été rappelé d'ailleurs par nombre de nos collègues. La part modale du transport ferroviaire sur l'ensemble des marchandises transportées en France est ainsi passée de 14,6% en 2009 à 10,7% en 2021. Fret SNCF assurait 50% de ce total, tout en ayant perdu plus de 10 000 emplois sur la même période. En effet, vous avez, comme le disaient les collègues, évoqué une perspective plus positive ces derniers mois, presque ces dernières années, mais quand même, on part de loin. Aujourd'hui, Fret SNCF est désormais menacé par un plan de discontinuité dont les conséquences sont catastrophiques. Alors je dirais qu'il ne faut pas s'étonner qu'après les cheminots soient en grève face aux 10 000 emplois perdus et face à un changement complètement de leur entreprise et de leurs conditions de travail quand même. Pas de loi de financement des investissements, en effet, pas de perspective, pas de trajectoire pour le moment, en tout cas pas suffisamment, ça a été rappelé par Philippe Tabarot tout à l'heure. Nous observons donc dans les prochaines années un report modal inversé et un retour des camions sur les routes. Là, on est complètement à côté d'ailleurs de ce qu'on évoque constamment ici en commission, d'une nécessaire décarbonation des transports de fret. Donc là-dessus, on est quand même sur un sujet qui nous dépasse et sur lequel nous avons normalement prise. Le gouvernement a annoncé le doublement de fret d'ici 2030, vous l'avez confirmé. Selon vous, est-ce un objectif atteignable? Il semblerait, mais quand même, on peut en douter. L'État mise avant tout sur l'autofinancement de la SNCF via le fonds de concours ou sur les régions.
pour le financement des lignes capillaires et plus petites lignes via les lois LOM et 3DS. Les besoins sont pourtant immenses et on l'a pu le constater en commission lors d'auditions, notamment avec les chargeurs, qui nous expliquaient qu'en effet, ils avaient besoin d'avoir une visibilité à long terme et que ces partenariats sont des partenariats qui doivent être solides sur d'ailleurs des fonctionnements combinés qui engagent à la fois le fret SNCF, mais aussi le fluvial et puis les derniers kilomètres par camion en fonction évidemment des produits qui sont transportés. Mais quand même, on s'aperçoit que les choses n'ont pas tout à fait dans le bon sens, car entre 2014 et aujourd'hui, près de 1000 km de lignes capillaires ont été fermées à la circulation sur environ 2200 km de voies au total. Il existe 300 sites embranchés en France et 2890 installations terminales embranchées. Pourtant, selon le CEREMA, sur 2200 ITE étudiés, 62% ne sont pas utilisés. Il faut réinvestir dans les gares de triage existantes tout en rétablissant certains triages comme à Grande-Synthe. La commission s'est déplacée d'ailleurs à Wapi dernièrement. Alors en effet, des investissements très importants ont été réalisés. Bon, par contre, on était tous stupéfaits. On est sur vraiment de l'archéologie technique. Quand même. Et ça fonctionne, tant mieux. Mais sincèrement, on fait un bond dans le passé qui est quand même assez spectaculaire. Il faut donc améliorer la desserte des entrepôts et des zones logistiques. Il y a quand même beaucoup de développement, notamment en Ile-de-France, mais pas que. Et aujourd'hui, beaucoup se développent autour d'un système de transport plutôt routier. Comment, à un moment donné, on est proactif pour embrancher par le rail ces zones de logistique. Chaque nouvelle zone doit être en effet embranchée. Donc le potentiel de développement du fret est identifié, il ne manque que les moyens. Alors des moyens, il y en a, mais il semblerait quand même que ce ne soit pas tout à fait à la hauteur. Ne criez-vous pas qu'on peut dire les engagements, mais par contre, plutôt le manque d'engagement et le manque de perspective proposé par l'État, couplé à l'application stricte de la discontinuité, conduisent à une disparition de Fret NCF en tant qu'entreprise publique de service public. Merci. Je donne la parole à Nicole Bonnefoy. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Chabanel. Je partage avec vous, comme tous mes collègues, l'importance bien évidemment du fret ferroviaire pour lutter contre le transport routier qui est, vous l'avez rappelé, le plus émetteur de gaz à effet de serre. J'ai bien noté qu'il y avait un client par jour de plus pour le fret ferroviaire. Non, par mois, pardon, c'est ça? Par mois, pardon. Par mois pour le fret ferroviaire. Et j'espère. Et donc c'est tant mieux. Moi, je suis élue du département de la Charente qui produit le cognac, donc un vignoble important. C'est plusieurs millions de bouteilles de cognac chaque année. Et je vous ai déjà interrogé ici sur la situation de la gare de fret de Cognac, justement, qui n'a pas changé depuis votre dernière audition, ici même en mars 2023. Cette gare gare fret demeure toujours inutilisée en raison de l'inertie des producteurs de cognac, des chargeurs et des entreprises ferroviaires. Cette situation est donc parfaitement désespérante au regard de nos objectifs de décarbonation. Certaines maisons même vantent l'utilisation prochaine de cargos à voile majestueux. En attendant, la ligne Cognac-Le Havre, qui est en état de marche, est mobilisable et délaissée. Donc, ma première question, que pensez-vous de la création d'une obligation de report modal vers le ferroviaire lorsque les infrastructures existent? Par ailleurs, comme vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine dispose d'un réseau ferroviaire le plus long et le plus dégradé des régions de France. Lors d'une rencontre à la fin du mois d'avril dernier, SNCF Réseau a promis d'augmenter les enveloppes de rénovation de 50% à partir de 2025. Moi, je voudrais vous interroger sur la ligne du quotidien Angoulême-Limoges, qui depuis 6 ans est à l'arrêt entre Saillat en Haute-Vienne et Angoulême-Charentes. Vous le savez, les Charentais sont impatients, et le mot est faible, impatient, si on regarde le résultat des dernières élections, où bien évidemment le manque de services en mobilité favorise largement la montée des extrêmes. Et donc les Charentais demandent la réouverture au plus tôt de cette ligne qui était utilisée par 80 000 voyageurs par an. Des projections nous parlent d'une réouverture dans le meilleur cas en 2030.
À ce stade, sur les 240 millions d'euros nécessaires à la régénération de la ligne, 240 millions d'euros, c'est seulement 36 millions qui sont budgétisés pour la première phase de 2023-2027. Et évidemment, ce sont les collectivités territoriales qui prennent en charge ces financements. Des collectifs d'ailleurs de soutien se sont montés et tentent des actions de sensibilisation comme la marche du rail avec le soutien des élus locaux. Hier même, un collectif a d'ailleurs saisi la défenseure des droits pour atteinte au droit à la mobilité. La question de l'égalité des territoires est fondamentale et je rappelle encore une fois la montée des extrêmes par leur vote, qui bien évidemment, la question de cette inégalité des territoires le favorise. Donc SNCF Réseau prévoit-t-elle de revoir avant 2027 sa participation à ce projet structurant pour notre département et même pour notre région? Merci pour votre réponse. Je vous cède la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, si je reprends les questions dans l'ordre. Sur le fret, sur les lignes à grande vitesse, c'est effectivement un projet qui a été regardé à plusieurs reprises. Il y a eu des projets soit de fret classique, soit de fret à grande vitesse sur les lignes à grande vitesse. Alors moi, je ferme la porte à aucune solution, mais je signale quand même que sur les lignes à grande vitesse, la nuit, certes, il n'y a pas de train à grande vitesse, mais en revanche, la nuit, on entretient les lignes à grande vitesse. Et les lignes à grande vitesse, compte tenu de leur exigence technique de très très haut niveau, puisqu'on circule à 300 km/h, des conditions de sécurité parfaites, nécessitent un entretien qui est plus important que le réseau classique. Donc si on met du fret la nuit sur les lignes à grande vitesse, on va se retrouver de nouveau dans des problématiques entretien versus circulation de trains de marchandises, ou alors on va se retrouver à faire de l'entretien de jour, mais là on se retrouvera sur des problématiques entretien versus train de voyageurs. Donc voilà, c'est quelque chose que j'exclus pas complètement, qui peut notamment se regarder sur des lignes très récentes sur lesquelles l'entretien est moins important, mais sur des lignes qui commencent à avoir 50 ans, 40 ans de durée de vie, la LGV Nord, on est à 30 ans, et si on prend le début de la construction, 35, donc on commence à être dans des travaux de renouvellement importants, de remplacement du rail, du ballast, etc., qu'on mène année après année, en veillant à ce que ça ne perturbe pas les circulations de jour. Voilà, il y a quand même ce sujet de compatibilité qu'on est naturellement prêt à regarder de nouveau, mais qui sera un obstacle sérieux à faire circuler du fret sur les lignes à grande vitesse. S'agissant de la situation de fret SNCF, alors dans mes responsabilités de président de SNCF Réseau, je n'ai accès à aucune information interne à fret SNCF, et c'est bien normal, il n'y a pas de raison que j'ai plus d'informations sur fret SNCF que sur DB Cargo ou sur Europort, pour prendre les 3 premières entreprises de fret dans notre pays. Pour autant, nous sommes attentifs à la situation à plusieurs titres. D'abord, un certain nombre de flux ont été transférés de fret SNCF vers d'autres entreprises ferroviaires, et donc nous veillons à ce que dans le cadre de ces transferts, les sillons suivent bien les flux, que les nouvelles entreprises ferroviaires aient bien accès aux installations, et donc qu'il n'y ait pas de report modal inversé. Deuxièmement, nous sommes attentifs à préparer l'arrivée de la nouvelle entreprise qui succédera à fret SNCF, là aussi en termes de sillons accordés, d'accès à nos systèmes d'information, etc., puisqu'on va changer d'entreprise, et ces transitions-là, il faut qu'elles se fassent sans couture, de manière à ce que cette nouvelle entreprise ait un accès à l'ensemble des installations, que ce soit des installations informatiques ou techniques auxquelles elle a droit. Et puis le troisième point, c'est qu'il est vrai que l'action que nous menons avec le soutien des pouvoirs publics pour la rénovation des triages de wagons isolés par gravité bénéficie aujourd'hui directement à cette nouvelle entreprise. Naturellement, si d'autres entreprises souhaitaient faire du tri à la gravité, elles seraient les bienvenues sur ces triages. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une unique entreprise qui utilise ces triages, qui est l'entreprise Fret SNCF aujourd'hui, et demain la nouvelle entreprise. Donc les actions qui sont menées sur ces triages bénéficieront à cette entreprise. Voilà. Moi, j'ai pas accès au dossier, au reste des éléments du dossier de discontinuité. S'agissant des parts de marché, il y a deux éléments dans la comparaison européenne. Il y a deux éléments qui peuvent être structurants. C'est que si on se compare
D'abord, il faut quand même regarder la part de l'industrie dans le PIB de chaque pays. Quand la part de l'industrie, et notamment de l'industrie manufacturière lourde, est beaucoup plus importante, ce qui est quand même le cas entre l'Allemagne et la France, naturellement, il y a un certain nombre de matières, acier, pondéreux, etc., qui sont plus susceptibles de faire l'objet de trafic de fret ferroviaire. Et alors que quand on est sur une structure de l'économie qui est plutôt tournée vers les services, comme c'est le cas dans notre pays, c'est nécessairement moins favorable au fret ferroviaire. Donc ça, c'est un facteur objectif, j'allais dire, de différence. Le deuxième facteur, et ça c'est plutôt quand on regarde la Suisse ou l'Autriche, c'est que dans ces pays alpins, il y a des politiques très contraignantes de report modal, en fait, et d'interdiction du transit routier ou de taxation du transit routier à des niveaux très élevés. Ça, c'est des choix de politique publique qui ne dépendent pas de l'opérateur gestionnaire du réseau, mais qui induisent un report modal sur le fret. Enfin, en Suisse, c'est manifeste, un report modal sur le fret très important, qui s'est traduit aussi par la construction d'infrastructures massives. En Suisse, la construction du nouveau tunnel du Gothard, voilà, c'est des milliards d'euros qui ont été mis pour accompagner ce report modal de la route vers le fer. Donc voilà, dans la comparaison, je pense qu'en France, on peut faire mieux, mais il faut faire attention aux chiffres de voisins qui sont dans des situations objectivement relativement différentes. Donc ensuite, sur l'électrochoc en faveur du fret ferroviaire, je pense qu'il y a un vrai travail de conviction permanent auprès des chargeurs. Encore une fois, on a vraiment une écoute des chargeurs qui est de plus en plus forte. On sait qu'il reste le sujet du qui paye quelles externalités entre la route et le fer, hein, qui sont des sujets politiques majeurs. Hein. Est-ce qu'on doit faire payer à la route plus que ce qu'elle paye aujourd'hui? Est-ce qu'elle paye son bon prix? Est-ce que le fer paye son bon prix? Voilà, c'est des sujets, j'allais dire, qui dépassent largement l'opérateur que nous sommes, mais qui peuvent servir et induire un report modal important. Et c'est vrai qu'à contrario, et votre commission s'est exprimée clairement sur ce sujet, le fait de favoriser le transport routier avec des camions plus longs, plus lourds, ça crée des incitations économiques à l'usage de la route par rapport au fer. C'est manifeste et je pense qu'on peut le regretter. Sur les lignes capillaires et les installations terminales embranchées. D'abord, il y a un certain nombre d'installations terminales embranchées qui sont réutilisées. J'étais il n'y a pas très longtemps à Clermont-Ferrand et on me disait que dans le Puy-de-Dôme, il y avait des installations jusque-là fermées qui se réouvraient pour des industriels, soit pour faire du transport combiné, soit pour faire de la métallurgie, des installations terminales embranchées qui se réouvraient. Après, il y a des sites qui étaient desservis par des installations terminales embranchées parce que c'était des industries, par exemple, qui se sont reconverties dans d'autres activités, en zone d'activité. L'installation terminale embranchée reste. S'il n'y a pas de flux générateur, j'allais dire, sur ces sites, naturellement, elle reste inutilisée. On a une politique très prudente de fermeture, c'est-à-dire qu'on ne les supprime pas, sauf à être vraiment certain que la zone ne sera plus susceptible d'être un point origine de flux de marchandises, mais pour autant ce sujet reste. Dans les contrats de plan État-région qui sont en phase de discussion, il y a un certain nombre de crédits qui sont prévus par l'État et les collectivités pour les installations terminales embranchées du côté du chargeur, donc qui ne viennent pas financer SNCF Réseau, mais qui peuvent accompagner un certain nombre d'acteurs économiques qui souhaiteraient faire de nouveau du fret ferroviaire, les accompagner à la remise en état des installations terminales embranchées, j'allais dire du côté du chargeur, puisque vous savez que sur ces installations, il y a une partie qui appartient à SNCF Réseau, qui est le débranchement du réseau ferroviaire, mais qu'ensuite, les installations appartiennent aux chargeurs ou au parc logistique. S'agissant des parcs logistiques et du transport combiné, il y a un vrai enjeu, effectivement, et l'État est à l'initiative là-dessus, d'identification des sites qui pourraient recevoir du transport combiné. Ma conviction, c'est qu'il faut partir des besoins commerciaux.
et pas uniquement d'une vision de maillage du territoire par des plateformes de transport combiné. On sait que historiquement, on a construit beaucoup de plateformes de transport combiné qui n'ont pas forcément rencontré le succès qu'on attendait au départ. Et par contre, si on identifie les besoins commerciaux, si on identifie des flux, comme celui que vous citez, Madame la sénatrice, sur le Cognac, on peut là monter des opérations, quand les flux sont là, des opérations particulièrement importantes. Donc il y a un travail d'identification. Notamment, nous, on travaille avec Aropa, donc le port du Havre, de Rouen et de Paris, à l'identification d'un certain nombre de plateformes. On a créé une plateforme à Orléans parce qu'il y avait des flux d'Orléans vers le port du Havre qui avaient été identifiés. Et je pense que à terme, ou dans les années qui viennent, il y a d'autres flux qui doivent pouvoir être créés de cette manière-là. On sait que Aropa a notamment une vision sur l'ouest de la France où il pense pouvoir capter beaucoup de flux. On sait qu'une part très importante du cognac est exportée par le port du Havre. Et donc là, il y a des flux ferroviaires qui doivent pouvoir se monter. Et en tout cas, il y a des circulations sur le réseau qui sont possibles. Moi, je suis prêt à accompagner toute initiative. En revanche, je ne suis pas entreprise ferroviaire. Donc je ne peux pas me substituer aux entreprises ferroviaires ou aux chargeurs. Sur la ligne Angoulême-Limoges, alors on n'est pas sur une ligne qui accueille du fret ferroviaire ou qui n'en a jamais accueilli, donc on s'éloigne un petit peu du sujet, mais je vais quand même traiter la question. On est sur une ligne qui a été fermée, on est dans la catégorisation des lignes dans une ligne de desserte fine du territoire, donc sur laquelle, en vertu du contrat de performance actuel, et sans dévoiler le secret, je pense aussi du contrat de performance futur, SNCF Réseau n'intervient pas financièrement. En revanche, nous accompagnons les acteurs locaux dans la conduite des études et demain des travaux si les financements sont mis en place pour ce projet de ligne. Donc vous savez que sur ces lignes-là, c'est des sujets qui ont vocation à être intégrés dans les contrats de plan État-région de manière à faire des études d'abord, puis les travaux préalables à la réouverture. Pour autant, sur le territoire des Charentes, sur la ligne Bordeaux-La Rochelle, Bordeaux-Saintes, qui était une ligne qui auparavant était classée ligne de desserte fine du territoire, depuis le 1er janvier 2024, cette ligne a réintégré le réseau structurant. Et donc sur cette ligne-là, SNCF Réseau va investir dans les prochaines années, sans sollicitation des collectivités territoriales, les crédits nécessaires pour enlever les limitations de vitesse qui existaient aujourd'hui entre Bordeaux et Saintes et remettre cette ligne en état. C'est ce que j'avais pu annoncer lors de mon déplacement à Bordeaux. Merci. Je vais donner la parole à Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président. Bien, Monsieur Chabanel, vous faites beaucoup d'efforts et je les loue, bien sûr, pour démontrer toutes les capacités à faire. Mais très sincèrement, nous, en tant que parlementaires, on ne dispose jamais de documents de reporting de qualité qui nous permettraient véritablement d'évaluer de quelle manière il y a des évolutions aujourd'hui positives au niveau des objectifs qui vous sont fixés. Alors, ça a été cité, il y a des attendus au travers de différents projets de loi à ce niveau-là, mais honnêtement, on n'a rien. Tout ce que l'on a, c'est vos propos, qu'il faut essayer de raccrocher à un moment donné, mais qui ne nous permettent absolument pas d'avoir une évaluation qualitative, vraiment, des évolutions chaque année en termes de programmation. Et encore, quand on parle de programmation, vous citez toujours des chiffres. Encore faudrait-il parler en euros constants. Et encore faudrait-il rééquilibrer ces euros constants au coût des marchés qui sont passés et des prestations pour véritablement mesurer l'effort, l'effet levier que pourrait avoir le plan de relance, etc., sur l'ensemble des objectifs qui sont assignés. On n'y voit rien. On est incapable d'évaluer, sincèrement. Et ça continue comme ça d'année en année. Et donc, ça crée quoi? Ça crée de la suspicion par rapport à vous. Pas exclusivement d'ailleurs, avec M. Farandou c'est la même chose, mais ça crée de la suspicion, parce qu'on n'y voit pas clair. Alors vraiment à notre niveau, sincèrement c'est dramatique. Et quand on parle de fret ferroviaire aujourd'hui, on a toujours l'impression comme ça, on revient sur ces sujets-là, mais on n'a absolument pas une capacité à évaluer d'une manière très fine les avancées éventuelles qu'il peut y avoir, et surtout de faire une analyse du rapport coût-bénéfice aussi quelque part, parce qu'il y a des moments, on peut s'interroger.
véritablement. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand même au niveau des régions. Alors au niveau des régions, il y a eu donc la décision du Conseil d'État. Donc il y a un nouvel avis qui est donc donné aujourd'hui sur le document de référence du réseau, qui vous est arrivé très récemment. Sachant que les régions contribuent chaque année à hauteur de 3,6 milliards au déficit d'exploitation des trains régionaux, hors Île-de-France. Elles contribuent à hauteur de plus de 1,7 milliard au péage ferroviaire pour faire circuler les trains. Et si les péages représentaient 36% du prix du billet TER en 2002, le montant représente aujourd'hui, chers collègues, 86%. Les coûts explosent. Non seulement les coûts explosent, mais les régions disent en même temps, et c'est pour ça que le Conseil d'État a rendu un avis, que vous n'êtes pas suffisamment transparent et que vous ne communiquez pas tous les éléments et tous les documents qu'il devrait y avoir par rapport à ça. Et elles réitèrent encore leur position. On est bien d'accord. Alors, j'aimerais que vous nous apportiez quand même des éclaircissements par rapport à ça, parce qu'on est face aussi aujourd'hui à des coûts qui sont insupportables par rapport aux objectifs que les régions essayent de s'assigner en termes de développement, de trajets effectivement du quotidien. Et donc ça, ce n'est pas non plus acceptable, ce n'est pas non plus supportable. Et là, vous avez quand même une position très dure de Région de France aujourd'hui par rapport à ça. Et nous, on ne peut qu'être particulièrement attentifs à ces reproches qui vous sont effectivement assignés. Merci. Je donne la parole à Franck Derzin. Oui, alors, sur les coûts dont tu parles, je suis bien d'accord en tant qu'ancien vice-président chargé des transports dans la région de Hauts-de-France, sauf qu'il faut aussi noter que si on se compare avec les autres pays, si ces coûts augmentent, c'est parce que l'État ne met pas assez d'argent là-dessus. Quand on regarde l'Allemagne ou d'autres pays, non, mais je dis, c'est l'État qui ne fait pas assez. Et on demande tout à SNCF Réseau aujourd'hui, et financièrement, évidemment, l'argent qui lui est alloué ne lui permet pas de répondre à l'ensemble des demandes. Et cette problématique, elle date d'il y a au moins 30 ans, elle s'est accumulée. Voilà, donc il faut le dire aussi. Mais c'est un coût insupportable pour les régions aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut plutôt se retourner vers l'État aujourd'hui que vers SNCF Réseau. Moi, je voulais venir, Monsieur le Président, nos ports ont un besoin très important de ferroutage. Ça se développe de plus en plus. Moi, je vois par exemple à Calais, c'est plus 17%. À Dunkerque, ils vont aussi lancer une ligne. Mais tous les ports veulent du ferroutage. Bruxelles veut qu'on fasse du ferroutage parce que c'est bon pour la planète, on le sait. Sauf que si on regarde l'augmentation des trafics, on va très vite se retrouver dans l'impossibilité de trouver des sillons, même si, vous l'avez dit tout à l'heure, vous atteignez aujourd'hui des réponses positives très importantes, on va vite être bloqué. Donc, je me porte, si vous voulez, à moyen terme, et je me dis qu'il serait très important, dans le cadre des SERM, qui ont une vocation avant tout de voyageurs, mais de voir comment, grâce à ces énormes investissements dans les SERM, où on veut faire plus de trains voyageurs, donc plus de sillons, on pourrait aussi prévoir des sillons supplémentaires pour le fret ferroviaire et enfin arriver à faire ce dont on parle depuis 25-30 ans et qu'on n'arrive jamais à faire, cette fameuse autoroute ferroviaire de fret. Voilà ma question. Merci. Je donne la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président de la SNCF Réseau. Vous savez, au sein de cette commission, on est naturellement favorable au développement du fret ferroviaire pour les raisons environnementales, le fait qu'il y ait moins d'émissions de carbone et moins de consommation d'énergie que le transport routier. Et on défend aussi cette complémentarité entre le fret et nos opérateurs routiers qui sont nombreux, notamment dans mon département de la Mayenne. Alors vous avez évoqué la régénération. Moi, je voudrais témoigner justement de la réalité des investissements pour la régénération, puisqu'on a eu la livraison il y a quelques jours de la ligne Sablé-sur-Sarthe-Château-Gontier, donc en impasse sur une trentaine de kilomètres, une régénération avec réutilisation aussi de matériaux, donc en cela une opération exemplaire en termes de chantier et qui permet de desservir
un territoire et des entreprises. Et ça a été rendu possible grâce à votre investissement, bien sûr, et également le soutien des collectivités locales. Donc ça, c'est la régénération. Mais notre département souhaiterait aussi avoir une nouvelle station. Et là, sur un axe important qui est en marge de la ligne à grande vitesse Paris-Brest, là, donc le site Laval-Saint-Berthevin, qui est attendu, donc qui permettrait là, puisque c'est pas sur une impasse, de développer davantage de flux. Et donc sur ce projet-là, quel va être l'engagement de SNCF Réseau? Est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez nous donner des informations sur votre engagement sur ce deuxième site, sur cette création? Et en tant que rapporteur des crédits eau et biodiversité, je voudrais aborder un sujet annexe, c'est biodiversité et transport ferroviaire. On le sait, il y a de très nombreuses collisions avec des animaux sauvages sur vos différents réseaux, et cela entraîne des dégâts sur la biodiversité, mais aussi des retards conséquents pour nos trains de marchandises comme de voyageurs. Donc, quelles actions très concrètes vous entreprenez pour limiter ces collisions? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Chabanel. Donc, parmi dans le paysage européen, donc il y a effectivement des pays qui sont clairement en avance nettement par rapport à nous pour le fret ferroviaire, et ça résulte effectivement de choix politiques forts, majeurs, qui ont été faits. Vous avez parlé de sujets politiques qui dépassent l'opérateur, donc rééquilibrage entre le rail et la route. La route paye davantage ses coûts externes, et que l'usage du ferroviaire soit clairement favorisé, voire parfois, sur certains tronçons, obligé. Est-ce que pour autant ces sujets politiques forts sont au cœur du débat démocratique, par exemple celui qu'on va voir dans les semaines à venir? J'en doute. Alors je concentrerai ma question sur ce qui relève de l'opérateur que vous êtes, et là on se retrouve devant une situation paradoxale, vous l'avez dit, problématique, où l'entretien, la régénération, la modernisation, tout le monde convient que c'est absolument nécessaire pour le ferroviaire et donc aussi pour le fret, mais en pratique, c'est plutôt le fret et aussi d'ailleurs les trains de nuit qui sont les plus entravés par les travaux, au point qu'il n'est pas rare d'entendre des acteurs du fret ou des trains de nuit avoir un peu le sentiment que SNCF Réseau se voit plus comme une entreprise de travaux publics que comme un facilitateur de circulation. Alors tout ce que vous venez de nous dire contredit cette impression. L'exemple très de la région de Dijon, et que ce n'est pas votre volonté de sacrifier le fret le temps des travaux. Ceci dit, je ne vais pas revenir sur ce qu'a très bien dit Hervé Gillet. Pour autant, je veux dire, les conditions de visibilité nécessaires à l'essor du fret, axe par axe, et avant tout sur les axes qui relient les ports et qui relient aux axes européens majeurs, est-ce que ces conditions de visibilité, est-ce que les capacités de circulation sur les 5 ans à venir sont claires? Je ne crois pas qu'on y soit. Et puis enfin, moi je m'interroge sur la modernisation et sur ce que je perçois comme certains manques de volonté bien français de la mener au même rythme et en tenant les échéances européennes. C'était de l'obligation pour le réseau central, si je ne me trompe pas, pour le RTMS. Et le COI nous dit qu'on y arrivera, et encore si on y met le paquet, plutôt vers 2042. On sait combien la digitalisation elle est importante pour le fret. On a vu à Voipy, on était assez édifié par la situation, mais les investissements qui sont positifs et prometteurs. Donc, sur ce front de la modernisation, ERTMS, commande centralisée du réseau, ce qui est autant nécessaire pour le fret que pour les autres circulations, est-ce qu'on a vraiment la volonté d'y parvenir? Parce qu'on a quand même un réseau qui est beaucoup moins saturé que d'autres réseaux européens. Et idée que ce n'est pas vraiment nécessaire d'activer ces investissements qui permettent justement de
pouvoir dépasser des difficultés de réseau saturé. Merci, cher collègue. Je donne la parole à Olivier Jacquin. Merci, Président. Monsieur le directeur Chabanel, merci de votre présence. Je suis assez confondu devant le parcours difficile du fret ferroviaire français qui va plutôt de mal en pis, contrairement à ce que vous pouvez nous indiquer. Après le plan de discontinuité assez incroyable et dévastateur pour fret SNCF, on a appris il y a peu de temps que la Commission européenne validait un plan à 2 milliards d'euros d'aide pour le fret ferroviaire allemand. Et ce qui me fait penser que nous aurions certainement pu nous battre plus fortement contre cette décision appelée plan de discontinuité de manière très technocratique, mais qui est une vraie catastrophe pour fret SNCF. Et maintenant, je dis que nous allons de mal en pis car il y a cette nouvelle directive européenne sur le méga camion qui apparaît comme une nouvelle catastrophe pour le fret ferroviaire français. Alors, je vous ai écouté. Vous avez évoqué la situation d'autres pays qui ont des volontés politiques très fortes. C'est le cas par exemple de la Suisse. Est-ce que vous imaginez une politique en France que nous pourrions mener qui pourrait avoir un effet énorme sur le report modal et qui tiendrait compte des externalités négatives du transport routier par exemple? Est-ce que vous avez idée dans le cheminement français d'une voie qui pourrait convenir à notre pays pour aller vers un véritable report modal? Et j'aurais aimé en savoir plus aussi sur le nouveau contrat de performance dont nous attendons beaucoup. Et je veux saluer le coup de gueule de mon collègue Hervé Gillet dénonçant l'opacité ferroviaire française. On n'y voit rien. On ne voit rien à rien. Les 100 milliards de Madame Borne, est-ce que vous pouvez nous dire pour votre part où ils sont? On est, comme parlementaires, assez démunis devant ces informations parcellisées dans différents secteurs. Alors, ma question sur le nouveau contrat de performance, c'est à combien estimez-vous les besoins de financement pour respecter le scénario écologique du COI? J'ai une question aussi qui ne vous a pas été posée sur le climat social de l'entreprise. Comment le jugez-vous d'une manière générale? Et parvenez-vous à embaucher l'ensemble des personnels nécessaires à vos besoins? Et enfin, une avant-dernière question sur l'étude sur les péages et les perspectives de cette étude. Quelle voie imaginer avec une baisse de la diminution des péages sans mettre à mal les finances de SNCF Réseau? Dans quelle direction faudrait-il aller pour orienter cette étude? Et une dernière question sur la privatisation de Systra, qui avait un lien fort avec SNCF Réseau. Ne va-t-elle pas nous priver de ressources? Je vous remercie. Monsieur Chabanel, je vous donne la parole pour répondre aux interrogations de mes collègues. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur le sujet du contrat de performance, du reporting, etc., je vous ai donné quelques éléments. Voilà, le contrat de performance, il se négocie à deux. Aujourd'hui, je ne suis pas à même de vous présenter ou de vous donner la nouvelle copie, mais la volonté, je pense, et de SNCF Réseau et de l'État, c'est bien qu'il y ait une consultation transparente sur ce contrat une fois qu'on aura élaboré collectivement une copie. Et il y a là, alors pour le coup, très concrètement, je redis ce que j'avais indiqué au sénateur Tabarot, la programmation des investissements, au moins pour les investissements qui sont portés par SNCF Réseau de régénération, avec une visibilité concrète projet par projet à 3 ans, figurera bien dans les annexes de ce contrat, comme l'avait souhaité l'autorité de régulation des transports et votre commission. Et naturellement, qui dit contrat dit ensuite suivi du contrat. Et là aussi, moi, je pense que ce suivi devra être transparent à la fois sur les indicateurs de qualité et sur les indicateurs d'investissement et la tenue concrète des budgets d'investissement qui auront été prévus. Et s'ils n'ont pas été tenus, les écarts et l'origine des écarts. Est-ce que c'est par manque de financement, par manque de moyens industriels, si c'était le cas. Sur la situation du financement du ferroviaire, enfin de l'infrastructure ferroviaire et le sujet des péages,
voilà, SNCF Réseau n'a que deux sources de financement, les péages et les subventions. Et tout l'argent que nous touchons va dans l'entretien et la modernisation du réseau. Il n'y a pas d'euros qui... on ne fait pas de bénéfices, donc il n'y a pas d'euros qui iraient ailleurs que dans les besoins du réseau. Et donc le choix entre la subvention et les péages, là aussi c'est un choix de politique publique. Vous citiez, Monsieur Jacquin, le rapport qui a été demandé par l'État. Moi j'ai été interrogé par l'inspection des finances, mais j'ai pas eu de communication du rapport, donc il appartiendra à l'État qui a commandité le rapport d'en faire la publicité et de dire les décisions que ce rapport inspire. Aujourd'hui, moi je suis dans la même situation qui était celle quand on avait lancé la première consultation. Le Conseil d'État nous a demandé de reprendre la consultation sur des sujets de forme et de transparence. On vient de le refaire, la consultation vient de se terminer, avec beaucoup plus d'informations mises à la disposition des régions. Mon conseil d'administration se réunira au mois de juillet pour approuver une nouvelle tarification et ensuite elle sera soumise à l'autorité de régulation des transports. Donc on est bien dans ce calendrier-là, mais j'allais dire, il n'y a pas de... Aujourd'hui, si je touche moins de péages à subvention donnée, ça voudra dire moins de travaux sur le réseau. Voilà, l'équation n'est pas plus compliquée que cela, au moins dans son expression, même si elle est compliquée dans les conséquences potentielles qu'elle pourrait avoir. Sur le sujet des ports, pour nous c'est un sujet majeur. On travaille étroitement avec l'ensemble des ports, notamment le port de Calais, avec un projet très important dit de la voie mer de Calais, qui est un projet de près de 80 millions d'euros, financé par l'État, la région Hauts-de-France et SNCF Réseau, avec des investissements en deux phases, une phase de modernisation des infrastructures existantes et puis une phase de création d'une nouvelle voie. Ça permet le développement de transports combinés ou autoroutes ferroviaires. Il y a un peu les deux types de transports qui sont rendus possibles. Transport combiné, donc c'est on charge des conteneurs sur des trains. Transport dit autoroute ferroviaire, c'est on charge des remorques de poids lourds sur des trains. Donc on travaille avec le port de Calais, on travaille avec le port de Dunkerque, on travaille avec Aropa, je l'ai dit, on travaille avec le port de Marseille, avec des opérations importantes, puisqu'on combine des opérations urbaines dans la zone de Marseille avec la création de nouveaux terminaux, à la fois dans la zone de Marseille, pour lequel on a une enquête publique, et puis d'un nouveau terminal à Miramas, de manière à développer le transport combiné. Moi, je crois beaucoup aux autoroutes ferroviaires. On travaille aussi avec le port de Cherbourg et Brittany Ferries pour la création d'une autoroute ferroviaire entre Cherbourg et le Pays Basque qui devrait être lancée l'année prochaine. Donc voilà, il y a des initiatives qui sont fortes. Aujourd'hui, le trafic d'autoroutes ferroviaires qui se tient entre Perpignan et le Luxembourg et entre Perpignan et Calais représente une part importante du trafic de marchandises dans notre pays, rencontre un grand succès auprès des opérateurs routiers qui viennent charger leurs remorques sur les trains. Et donc je pense on parlait tout à l'heure, quelles sont les voies de développement du fret ferroviaire dans notre pays. Je pense que les autoroutes ferroviaires et le transport combiné sont un axe majeur de développement du fret ferroviaire dans notre pays qu'il faut qu'on accompagne. La compatibilité du fret et des SERM est un enjeu important. Les entreprises ferroviaires se sont inquiétées du développement des SERM, dans le sens où ça pourrait saturer encore plus des nœuds ferroviaires importants sur des itinéraires fret majeurs. Donc c'est quelque chose que nous regardons de près. D'abord, parce qu'on souhaite maintenir le fret ferroviaire. Ensuite, parce qu'il y a une obligation européenne qui se met en place de maintien sur tous les axes d'une capacité réservée pour le fret à hauteur de 1 ou 2 sillons par heure selon les axes, qui est un enjeu important. Et donc, il faudra que dans les projets de services express régionaux métropolitains, on intègre pleinement cette dimension de fret. Ça pourra apparaître comme une contrainte vis-à-vis des métropoles et des régions, mais c'est important et c'est le rôle de SNCF Réseau que de faire valoir ces enjeux. Il y a aussi un certain nombre de cas où, si on veut vraiment que le transport ferroviaire de fret se développe dans notre pays, il faudra envisager des nouvelles infrastructures. Je pense par exemple au contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le fret ferroviaire qui remonte de la vallée du Rhône ou de l'Espagne passe au milieu de la gare de la Part-Dieu, qui est quand même une des gares les plus fréquentées de France.
le projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, si on croit vraiment au développement du fret ferroviaire, est un enjeu tout à fait crucial dans notre pays. On a soumis un dossier à la Commission européenne avec l'appui des collectivités locales et des pouvoirs publics pour financer les études d'avant-projet de la partie nord de ce contournement ferroviaire. S'agissant de la Mayenne, alors je me réjouis aussi de l'opération de Château-Gontier. Merci à l'ensemble des acteurs publics qui ont permis le financement de cette opération. SNCF Réseau a été effectivement au rendez-vous dans les coûts et dans les délais pour la réalisation de cette opération, avec effectivement du réemploi, donc l'économie circulaire. On l'avait déjà évoqué devant votre commission, qui me semble un des enjeux majeurs pour SNCF Réseau pour abaisser le coût carbone de ces travaux, le coût en général et le coût carbone de ces travaux. Et donc c'est une opération assez exemplaire. S'agissant de la plateforme de transport combiné de Laval, naturellement, alors c'est sous réserve du montage d'un plan de financement de cette plateforme de transport combiné, mais SNCF Réseau est tout à fait disposé à l'accompagner. Il y a besoin d'avoir une vision. L'État travaille à un schéma directeur des plateformes de transport combiné, donc il y aura un dire de l'État sur le domaine, et puis il y a besoin de mettre cela en regard des besoins du marché, et notamment de la bonne coordination entre ce qui se fait à Rennes et ce qui se fait à Laval en matière de transport combiné. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir une complémentarité, et en tout cas SNCF Réseau sera pleinement impliqué. S'agissant de la faune sauvage, c'est un de mes sujets de préoccupation majeurs. Hein. Alors on s'éloigne un peu du fret, même si ça peut toucher les trains de fret. Vous savez de la croissance majeure de la faune sauvage au cours des dernières années. Il y a eu plusieurs rapports parlementaires, notamment compte tenu des dégâts agricoles, mais les dégâts ferroviaires sont également très, très importants, notamment sur un certain nombre d'axes, notamment les sangliers. Hein. Le sanglier fait beaucoup de dégâts parce qu'il est très dense, donc fait beaucoup de dégâts sur les trains. On sait qu'à la saison de l'automne, on est en période de chasse. La nuit tombe à 18h au moment où il y a le plus de trains sur le réseau, et c'est le moment où les animaux se mettent à bouger. Donc on est vraiment dans une configuration qui fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur pour le réseau, c'est un sujet majeur pour les entreprises ferroviaires, parce que ça endommage massivement leurs trains, et parfois avec des difficultés pour remettre les trains en circulation dès le lendemain. C'est un peu moins le cas sur les trains de fret, qui sont quand même un peu plus massifs que les automoteurs TER. Donc on a beaucoup d'actions en la matière. Des actions de clôturage sur les lignes à grande vitesse, c'est vrai qu'on est clôturé, donc on a un peu plus de souplesse, enfin en tout cas de protection. Sur le réseau classique, il y a peu de clôture, donc on a des actions de clôturage, notamment en région Pays de la Loire. On a un projet majeur de développement des clôtures entre Sablé et Nantes qu'on porte avec l'État et la région, mais c'est quelque chose qu'on regarde. Et puis on regarde d'autres actions, d'abord avec les fédérations de chasse, de manière à réguler la faune autour des voies ferrées, et puis des dispositifs moins coûteux que les clôtures et plus innovants, mais dont il faut tester la pertinence, type effaroucheur, c'est-à-dire des dispositifs qui, à l'approche d'un train, déclenchent des bruits qui font s'éloigner la faune sauvage des voies ferrées. On a différents sites de test de ces effaroucheurs, de manière à voir si ça marche. On avait aussi essayé des dispositifs lumineux, ça c'était peu satisfaisant, donc maintenant on teste des dispositifs sonores. Donc on pourrait revenir plus en détail sur ce sujet, mais ça nous les éloigne peut-être un petit peu du cœur de l'audition. Sur l'entretien, oui, sur le déploiement des nouvelles technologies, de l'ERTMS, la digitalisation du réseau, c'est un enjeu majeur. Hein. Dans l'annonce de la croissance des investissements de plus 1,5 milliard d'euros pour le développement et la modernisation qui avait été faite en 2023, en reprenant les données du COI, c'était plus 1 milliard d'euros pour la régénération du réseau et 500 millions d'euros pour sa modernisation, ce qui doit permettre d'accélérer la croissance des investissements dans le RTMS, à un rythme qui n'est pas le rythme de 2030, mais dans un rythme qui permet d'être conforme au scénario intermédiaire d'e-transition écologique du COI. C'est un enjeu majeur qui
par rapport à certains pays européens, on est très en retard. Par rapport à d'autres, nos voisins allemands sont aussi très en retard. Alors, ils ont des plans d'investissement massifs aujourd'hui, mais en termes de réseau déployé ERTMS, ils sont aujourd'hui très en retard. Ils ont décidé de plans d'investissement de déploiement important. C'est vrai qu'un certain nombre de pays n'avaient pas de système de contrôle de vitesse. Je prends par exemple la Belgique, il n'y avait pas de système de contrôle de vitesse. Et donc, quand on n'a pas de système de contrôle de vitesse, le RTMS améliore grandement, non seulement la régularité et la capacité, mais la sécurité du réseau. En France, depuis les années 90, on a déployé un système de contrôle de vitesse qui fait qu'on n'a pas ce gain-là avec le déploiement de l'ERTMS. Donc, on a eu des incitations moins fortes que certains pays qui étaient plus en retard que nous. Je n'allais pas dire c'est un peu comme le Minitel et Internet, mais il y a un peu de ça. Le fait d'avoir déployé un système de contrôle de vitesse très performant fait qu'on n'a pas d'incitation sécuritaire au déploiement de l'ERTMS. En revanche, on peut avoir des incitations en termes de capacité libérée et puis de modernisation des systèmes de signalisation. Donc ça fait bien partie de la feuille de route et notamment de ce volet 500 millions d'euros de modernisation. Sur les enjeux politiques et sur le cas de la Suisse et quel cheminement français pour la rééquilibrage entre les modes. Moi, je n'ose pas dire qu'on avait eu un projet qui s'est arrêté, qui était la taxation des poids lourds sur les routes nationales, qui me semblait pouvoir correspondre à une incitation française au report modal. Voilà, ce projet-là, il s'est arrêté. Et donc, voilà, ça me semblait un projet qui pouvait être de bon aloi en la matière. Nouveau contrat de... Non, je pense que, Monsieur le Président, je pense avoir fait le tour. Ah, oui, alors, non, sur le Conseil d'État, donc on a repris la consultation, elle vient de se terminer, on a reçu l'avis des régions, mon conseil d'administration se réunira début juillet. La consultation qu'on a reprise était sur des niveaux de péage équivalents à la consultation précédente, mais avec beaucoup plus d'informations mises à disposition pour répondre à l'arrêt du Conseil d'État qui demandait plus de transparence. Alors, cette appréciation, les régions reconnaissent qu'il y a plus d'informations, mais considèrent qu'il n'y en a pas encore assez. Donc, mon conseil d'administration se réunira pour approuver un nouveau projet qui sera ensuite soumis à l'autorité de régulation qui regardera d'une part le nouveau projet en termes de niveau d'investissement et puis d'autre part qui examinera l'ensemble des réponses à la consultation et qui donnera un avis qui est resté un avis conforme puisque le Parlement a souhaité que cet avis reste conforme. Moi, personnellement, je m'en réjouis puisque ça protège aussi SNCF Réseau d'être sous le contrôle de l'autorité de régulation. Et donc, si cet avis conforme est positif, la tarification entrera en vigueur. S'il est négatif, la tarification sera à reprendre par SNCF Réseau. Si la tarification entre en vigueur, les régions garderont une possibilité de recours contre cette nouvelle tarification. Il y a une question à laquelle je m'aperçois que je n'ai pas répondu, c'est sur les sujets d'embauche et de capacité de SNCF Réseau à tenir ses engagements. On a souffert, comme beaucoup d'entreprises industrielles postérieurement à la crise sanitaire, d'une vraie difficulté d'embauche sur les années 2021-2022, avec des sujets d'attractivité, des sujets... On a beaucoup repensé notre modèle de recrutement, les conditions d'accueil des salariés. Il y a aussi eu, au sein du groupe SNCF, une politique d'accompagnement social qui a été de haut niveau. Ce qui fait qu'en 2023, on a retrouvé une très bonne capacité d'embauche. On a pu embaucher 2600 personnes à SNCF Réseau. Cette année, on est sur un cible d'embauche de 2300 personnes. Et aujourd'hui, on réussit à conduire les recrutements qu'on a prévus. Donc, on est sorti de la crise. Ça reste un point d'attention fort, mais on est sorti de la crise qu'on a connue en 2021-2022 sur les embauches. Bien. Monsieur le Président directeur général, je vous remercie pour vos interventions. Je vous remercie d'avoir plié à travers vos réponses aux questions de mes collègues. Je crois que c'est un sujet qui est important, qui fait effectivement la continuité du travail que nous réalisons au sein de la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable depuis plus d'une année maintenant. Je crois que malgré la conjoncture actuelle, nous avons maintenu cette audition. Nous avons effectivement, au sein de la Commission d'aménagement du territoire, souhaité que le travail concret s'applique, parce que nos préoccupations, effectivement, elles peuvent être actuelles par rapport à la conjoncture, mais elles doivent être surtout de travailler sur
les attentes et les besoins de nos concitoyens. Et je crois que le fret ferroviaire fait partie des priorités et fait partie du travail que nous devons mener à bien avec vous et l'ensemble du groupe SNCF sur ce dossier. Merci pour vos réponses. On a bien compris que tout n'était pas simple, hein. La restructuration des réseaux, la remise en état, le travail qu'il y a effectué. Mais je crois qu'avec un peu de volonté, avec un moment de vouloir réussir, je crois que nous allons tous ensemble y arriver. Et je vous remercie vraiment d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs.